je tiens à préciser une première chose, c'est que nous ne sommes pas dans la reconstitution. C'est-à-dire on ne cherche pas à faire comme c'était exactement. On n'a pas les moyens. Et puis on n'a pas envie de mourir non plus. Donc on fait une évocation. On évoque un petit peu la vie des poilus. On voudrait vous faire voir un petit peu ce qu'ils pouvaient ressentir. Les vrais costumes, ce sont ceux-ci. Ça, c'est des vrais costumes de reconstitution. Alors, on voulait déjà attirer votre attention sur les uniformes. Uniformes de la guerre de 14. Au début de la guerre de 14, août 14, ils étaient habillés comme ça. C'est-à-dire, ils étaient beaux, mais repérables à 3 km, c'était des vraies cibles vivantes, avec leurs pantalons rouges, leurs casquettes rouges, qui ne les protégeaient de rien du tout. Il n'y avait pas de casque, hein. C'était vraiment la guerre à la napoléonienne. Nos généraux pensaient faire la guerre comme on la faisait encore au temps de Napoléon, avec des charges de cavalerie et voilà. Malheureusement, la mitrailleuse avait été inventée entre-temps. Et puis, après, en 1916, on est passé à ce costume bleu horizon, qui était déjà plus moderne, plus chaud, quoique, comme il était en laine, il se gorgeait d'eau. Et imaginez vivre pendant un mois avec le même uniforme, les mêmes chaussures. Hein, certains n'enlevaient pas leurs chaussures. Pendant un mois, ils gardaient les mêmes chaussures aux pieds. Ça devait sentir bon, sans parler de l'état des pieds à l'intérieur. Ça devait être horrible. Mais il y a un avantage, c'est le casque. Le casque Adrian qui protège un petit peu quand même des éclats d'obus en particulier. Bon, on ne protégeait pas le bas, ce qui fait qu'en 18, quand la guerre s'est terminée, il y avait pas mal de gueules cassées, c'est-à-dire les gars qui avaient la mâchoire arrachée, par exemple, ou qui n'avaient plus de côté, ou qui n'avaient plus de nez, ou des monstres, quoi, des monstres. Dès le début de la chirurgie esthétique, on a essayé de réparer un peu les gars. Mais imaginez une femme qui reçoit son mari et qui n'a plus de menton, il y a eu un taux de divorce assez important. Donc les gars, ils se sont retrouvés tout seuls. Et donc on a inventé la loterie nationale pour venir en aide à ces gens-là. La loterie nationale date de 1933, je crois. Voilà. L'Allemand, lui, dès 1914, il a ce costume. Ce costume qui est peu voyant. Je ne parle pas de l'écharpe rouge, hein, c'est du théâtre, ça. Donc, costume peu voyant, et ils étaient moins... Par contre, le casque est encore un casque qui date des années Napoléon. Il y avait une pointe au-dessus du casque, c'est pas pour faire joli, c'est pour dévier les coups de sabre. Hein, donc, quelqu'un qui prenait un coup de sabre sur la tête, plutôt que le sabre rentre directement dans la tête, ça déviait sur le cou. Malheureusement, du sabre, il n'y en a pas beaucoup à la guerre de 14. Hein. On a réinventé la mitrailleuse. Donc, ce casque-là a été abandonné en 1916 pour le casque allemand que vous connaissez des années 40, avec une plaque de métal pour protéger en plus les soldats. Les soldats allemands avaient une guerre d'avance par rapport à nous, à la guerre de 14. Ce qui explique d'ailleurs pas mal le nombre de morts français qui sont allés à la bataille, comme on allait à la bataille au temps de Napoléon, c'est-à-dire un petit coup de musique et allez, je t'attaque. Et bon, malheureusement, c'était pas ça du tout. Alors, l'Allemand a une baïonnette style épée, c'est-à-dire c'est une baïonnette qui est faite pour tuer. Un coup d'épée comme ça, bon, ça tuait ou ça blessait. Le français, lui, il a une baïonnette triangulaire, mais elle est triangulaire. D'ailleurs, il lui a donné un nom, ils l'ont appelé la Rosalie. C'était leur copine, la Rosalie. Cette arme-là, elle était moins efficace pour tuer, mais elle provoquait des blessures qui ne guérissaient pas, parce que les chairs étaient complètement déchirées. Alors un soldat blessé, c'est mieux pour l'ennemi qu'un soldat mort, parce qu'un soldat blessé, ça demande des gens qui s'en occupent. Et ça fait des gens de moins au front. Alors qu'un soldat mort, on le met dans un trou terminé, on n'a pas besoin de s'en occuper. Donc il valait mieux des blessés que des morts. Merci. Allez. Le drapeau allemand, le drapeau français, j'en parle pas. Le drapeau allemand qui est ici,
Ça, c'est le drapeau de la guerre de 14. Il est noir, blanc, rouge. Avec très souvent ici un aigle. L'aigle prussien, puisque c'était la Prusse qui était dominatrice. Alors moi, j'ai le bonnet de police. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans la tranchée. J'y étais la semaine dernière, on a subi pas mal d'assauts. Et j'ai été mis au repos 3 tranchées plus loin, à l'arrière. Mais on m'a envoyé exceptionnellement, aujourd'hui c'est un peu calme, les obus ne sont pas tombés sur la tranchée. Et on m'a chargé d'aller distribuer le courrier. Eh les gars, courrier. Au courrier, allez. Courrier. Allez. Oh. Ouais. Merci. Ah ben, si tu veux, ouais, d'accord, je lui enverrai le courrier. Même pas. Non, je ne vais pas. Si, tiens-toi. Ah ben, je donne l'envie. Alors, les lettres qu'on va vous lire, là, des tout petits extraits, c'est des lettres qui ont vraiment été écrites. Alphonse! Chérie, voilà le baptême du feu. C'est tout à fait désagréable, tu peux le croire. Mais je préférerais être loin d'ici plutôt que de vivre dans ce vacarme pareil. C'est un véritable enfer. 9 jours après avoir écrit cette lettre, Alphonse a été tué par un obus. Christian Bordersching. Parlez face au public, s'il vous plaît. Ma chère sœur, j'ai bien reçu ton colis avec la marmelade. Aujourd'hui, celui avec les oranges et l'œuf. Je te joins à ma lettre 4 marques. Lieutenant, dans l'armée allemande, il a été tué sur le front le 20 avril 1917. Martin Guillaumeau, c'est un instituteur, il vient d'être papa. Ma bien chérie, j'ai reçu ton télégramme. Que je suis content et inquiet. Comment vas-tu, chérie? Comment va notre fillette? As-tu bien souffert? As-tu pu avoir un médecin? As-tu trouvé une nourrice? Le télégramme est bien bref. Martin Guillaumeau a été gazé et blessé, mais il rentrera. Alfred Cornelsen, soldat allemand. Chère mère, demain, ce sera ton anniversaire. Comme tout paraît différent quand on se dit. Demain, c'est l'anniversaire de ma mère. Il a été tué sur le front français en 1918. Henri Alban Fournier, dit Alain Fournier, écrivain. Chérie, ma fille, ma beauté, ma fiancée, mon amour, quand je n'en puis plus de peine et de regret de ne plus t'avoir, je relis tes lettres. Je retrouve dans ces pages bleues toute la confiance, toute l'ardeur. Il avait 28 ans quand il a écrit ces mots à sa fiancée. Il fut tué un mois plus tard. Willy Lutz. Chère petite sœur, demain soir on monte aux tranchées. Qu'adviendra-t-il? Je suis très déprimé. De toute ma vie, je ne l'ai jamais été autant. Il y a quelque chose dans l'air, je le sens. Willy Lutz, adjudant dans l'armée allemande. Il fut tué en 1916. Cette lettre à sa sœur fut écrite 2 jours avant sa mort. Henri Lange. Ma petite sœur chérie, nous avons fait notre devoir, mais j'ai été extrêmement prudent et j'ai la grande satisfaction de n'avoir pas de perte. Maintenant, je ne suis plus dans la bataille. Écris-moi de temps en temps. J'aime à te lire. Henri Lange. Il fut tué en 1918, le lendemain du jour où il a écrit cette lettre. Le courrier était censuré. Le courrier était censuré par les soldats eux-mêmes, qui n'aimaient pas raconter exactement ce qui se passait pour ne pas inquiéter les gens à l'arrière. Ils ne racontaient pas comme les gars étaient explosés, comme les gens mouraient. Mon propre cousin, enfin arrière-cousin, il y a très longtemps, a eu une permission. Il est rentré à Brive-la-Gaillarde et il est allé se suicider dans la Corrèze. La Corrèze, c'est
une rivière. Et il a laissé une lettre, « Je veux mourir en entier ». Ils voyaient tellement d'horreur, les gars, qu'ils ne supportaient plus, quoi. Dans la tranchée, il fallait survivre. Et il n'y avait qu'un moyen de survivre dans la tranchée. C'était le pinard. Les soldats disaient, il y a deux choses auxquelles il ne faut pas que vous touchiez. Nos permissions et le pinard. Ils en buvaient jusqu'à 10 litres par jour. C'est-à-dire que les gars, ils étaient pratiquement bourrés du soir au matin. D'ailleurs, ceux qui sont revenus, la majorité de ceux qui sont revenus, ils sont revenus alcooliques. Et il fallait après se débarrasser de cette habitude du pinard et c'était une drogue. Sans cette drogue, il ne serait jamais monté à l'assaut. Le pinard, C'est de la vinasse, ça réchauffe, pas rouge que ça passe. Vas-y pinard, 1, 2, Remplis ton quart. 3, 4. Le pinard, vive le pinard. Ah, t'as fait beau. Il est pas bon. Et les gars, attention, ça va attaquer, ils envoient les fumigènes. À Noël, il y a eu les premières fraternisations. C'est-à-dire les soldats ont commencé à en avoir marre de se tirer dessus, surtout avec les Bavarois qui étaient très proches des Français. Les Allemands ont commencé à mettre des sapins sur leurs tranchées. L'empereur Guillaume leur avait offert à chacun un sapin, c'était drôlement gentil, mais bon. Et les gars, ils ont mis les sapins sur les tranchées et ils ont dit, ce soir on n'a pas le cœur à tirer. Et puis ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter Stille Nacht. Alors les Français, eux, ils ont repris derrière. Douce nuit. J'espère que vous connaissez tous un petit peu ce chant de Noël, qui est un chant de paix. Et puis, l'incroyable s'est produit. Sortir de la tranchée était une folie. Le gars, il risquait de se faire flinguer. Et puis, il a jeté sa bouteille. L'Allemand, il a cru que c'était une grenade. Et puis d'un seul coup, il s'est rendu compte que non. Oh, un cadeau. Et là, les fraternisations ont commencé. 25 décembre 1914, les troupes françaises et les troupes allemandes ont fraternisé. Et ça a été une nuit magique parce qu'il n'y a pas eu un coup de feu qui a été tiré. Ils se tiraient dessus et ils se rendaient compte qu'ils vivaient à peu près la même galère. Il y a même eu des parties de foot organisées, des France-Allemagne, avant l'heure. Alors le ballon, c'était un petit peu ce qu'on voulait. Alors inutile de vous dire que ça plaisait pas. Ça plaisait pas du tout aux gradés. Et d'un coup de sifflet, les armées étaient renvoyées dans leurs tranchées. Dès 1917, certains soldats ont commencé à mettre la crosse en l'air, c'est-à-dire refuser de se battre. Il y a eu pas mal d'exécutions aussi à ce moment-là. Des exécutions de fraternisation, à cause de fraternisation, on n'en voit pas chez les Allemands. Du moins, il n'y en a pas qui ont été relatées par écrit.
C'est bizarre. Quand au bout du 8 jours, leur peau terminée, on va prendre les tranchées. Notre tâche est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Cette chanson-là, la chanson de Craonne, a été interdite jusqu'en 1968, je crois. C'est une chanson de révolte, les soldats en ont marre. Pourtant, il fallait monter à l'assaut. Alors bien sûr, il fallait punir les soldats qui avaient fraternisé. Toi, tu seras fusillé. Mais pourquoi moi? Ben parce que tu y étais. Ouais, mais les autres aussi y étaient, pour l'exemple. Donc, on prenait un soldat au hasard et on allait le fusiller. Et lui, il n'était pas mort pour la France. C'est-à-dire que sa veuve ne touchera pas la pension. Allez. Mais non, non, je sais pas. Je suis innocent. Je suis innocent. Mettez-vous à sa place, le gars qui n'a rien fait et qui va être assassiné. On a de nombreuses lettres. Qu'est-ce qu'on va faire, ma veuve? De nombreuses lettres qui expriment le désespoir des soldats qui sont fusillés. J'ai rien fait, mon capitaine. Bonjour. Comme si un c'était Feu. Baïonnette au canon. À l'assaut. Allez! Allez! Je voulais parler aussi très rapidement du rôle des femmes pendant la guerre. Le rôle des femmes a été très important. Et pourtant, il y a plus inconnu que le soldat inconnu, c'est sa femme. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas rendu l'hommage qu'on leur devait. N'oublions pas qu'elles ont continué à faire tourner l'agriculture en remplaçant les hommes et en remplaçant aussi les chevaux qui avaient été réquisitionnés. Très souvent, c'est les femmes qui tiraient la charrue à d'autres femmes. On parle aussi des munitionnettes, les femmes qui ont fait tourner les usines. Et nombre de femmes sont mortes parce qu'il fallait manier le soufre, il n'y avait pas de conditions de sécurité. Elles devenaient jaunes elles-mêmes et elles mouraient. On les appelait les canaris. Attaquées. Canaries. Les canaris, on les appelait, oui. Les femmes qui ont été infirmières. Il a fallu créer des postes d'infirmières. Avant, c'était les bonnes sœurs qui s'occupaient des hôpitaux, mais ça ne suffisait pas. D'ailleurs, on les avait renvoyées, on voulait laïciser tout ça, en loi 1901, 1905, pardon, oui, 1905. Oui, 1901, c'est les associations. C'est pour ça. Loi 1905, où on a... alors, on a rappelé les bonnes sœurs, mais on a rappelé aussi des femmes pour les former à être infirmières. Les marraines de guerre.
c'est-à-dire ces femmes qui entretenaient une correspondance avec les soldats pour leur soutenir le moral. Donc les femmes, Foch a dit, si les femmes arrêtaient de travailler 20 minutes, on perdrait la guerre. Donc c'est grâce aussi à tout l'effort des femmes à l'arrière que finalement, est-ce qu'on peut parler de victoire avec 10 millions de morts? Je ne sais pas, mais que le conflit s'est arrêté. Oui, alors en conclusion, si vous voulez, il y a une phrase qui animait notre spectacle Son et Lumière qui s'appelait Avant l'assaut. Vous verrez le DVD. Un homme qui ne connaît pas son passé est condamné à le revivre. C'est-à-dire que si vous n'apprenez pas un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, en particulier étudier les causes, pourquoi la guerre de 14, pourquoi la guerre de 40, pourquoi les guerres, enfin faire un petit peu étudier en histoire, vous êtes amené à refaire les mêmes conneries que vos grands-pères. Et ça, je ne vous le souhaite pas. On en parlait tout à l'heure, parce que nous, on est des vieux machins, hein, maintenant, bon, les soldats étaient plus jeunes. Mais vous, imaginez-vous dans 3 ans, les gars, vous ne seriez pas là. Levez la main, les gars. Les hommes, les garçons, levez la main. Levez la main, les gars. Et bien, tous ces gars-là, imaginez dans 3 ans qu'on leur dise, allez hop, à la guerre. Ben, imaginez, hein. Qu'est-ce qui reste comme fille? Ben, il ne resterait pas grand monde ici. Donc, si on pouvait éviter ce genre de bêtises, et d'autres, eh ben, étudier l'histoire. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que grâce à nos grands-pères, à nos arrière-grands-pères, à nos arrière-arrière-grands-pères, et on peut remonter jusqu'à l'homme de Cro-Magnon comme ça, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on n'a pas à apprendre, c'est parce que nos grands-pères l'ont fait. Et donc nous, si on veut voir plus loin, il faut monter sur les épaules de nos grands-pères. Ben, c'est ce qu'on fait, voilà. Et vos enfants à vous, ben, peut-être qu'ils verront encore plus loin que vous, parce qu'ils seront sur vos épaules à vous. Bon ben merci bien, on peut les applaudir, hein, parce qu'on n'a pas de parapluie. Avec le doigt plané sur la vie, il a juré d'être victorieux. De tous côtés, les corbeaux se faufilent, dans les sillons et dans les chemins creux. Mais tout à coup, le coq gaulois claironne, cocorico, debout petit soldat. Le soleil brille partout le canon.